Alors, on se retrouve comme prévu après le film et j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Saïd Amish avec nous. Vous pouvez bien l'applaudir. Merci. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je pose peut-être la première question, comme ça vous avez le temps d'atterrir un peu après le film, et après ce moment est vraiment pour vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à y réfléchir et n'hésitez pas à lever vos mains. Dès que... Ah, mais il y en a déjà une première. Eh bien écoute, super. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau film. Moi, je ne suis pas belge, comme ça, je suis une immigrante aussi. Je pouvais vraiment m'identifier avec le protagoniste. J'aime beaucoup le cinéma français, italien et européen. Ma question, c'est pourquoi vous avez choisi Anna Mouglali comme la protagoniste ou qu'est-ce qu'elle a dit quand vous avez proposé ce film à elle? Je suis curieuse si on peut savoir. D'accord. Bonsoir. Non, en fait, au départ, la question du couple Serge-Noémie était une question, quand même, avant d'être une question de casting, était une question d'écriture. Et il fallait un couple qui puisse, c'est Serge qui va faire dérailler le film et qui va l'emmener vers autre chose. Donc il fallait un couple à la fois très ancré dans quelque chose de réaliste et en même temps très charismatique, comme ça, très nocturne. Un peu aventureux. Donc, avec le directeur de casting David Bertrand, on cherchait un couple comme ça, iconique de moi, ce que j'aimais dans le cinéma. Grégoire Collin a pas mal retourné en ce moment en France, donc j'ai assez vite pensé. C'est vrai qu'Anna, on la voit pas beaucoup. Et en réalité, dès qu'il m'a suggéré son nom, c'était assez évident. Parce qu'elle a ce truc à la fois très 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 charismatique, très à l'aise devant la caméra, et en même temps quelque chose d'un peu à la fois qui assume son âge, qui est rebelle et qui emmène ailleurs. Donc c'était important pour le personnage d'être emporté par cette fougue-là. Et j'ai eu la chance, elle a aimé le scénario. Et elle a aimé le scénario, elle a aimé l'ensemble, le scénario dans sa globalité. Après, elle avait plein d'interrogations sur son personnage. Et pour être honnête, elle m'a pas mal aidé sur son personnage parce que voilà, une femme de 45 ans, a priori, je sais pas comment on vit cette chose-là. Voilà, donc et c'est vrai qu'avec Anna, plus que d'autres, ça a été peut-être quelqu'un qui a plus donné une impulsion à son personnage. Elle m'a beaucoup challengé sur les scènes, sur les dialogues, sur tout ça, parce que c'est sa manière, elle aussi, d'appréhender le jeu d'actrice, c'est d'être un peu co-autrice de son personnage. Donc il fallait lui laisser cette place-là. Moi, j'étais très heureux parce que ça s'est très bien passé. Pas toujours, mais globalement, ça s'est très bien passé. Donc non, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Et elle est très contente du résultat. Donc ça m'a... Mais après, voilà, on a fait beurre écriture. C'était beaucoup sur les dialogues parce que les situations n'ont pas changé, mais c'est beaucoup sur comment appréhender une scène, comment dire les choses, etc. Comme c'est un film où les personnages quand même disent ce qu'ils ont sur le cœur, on y reviendra peut-être plus tard, mais ça c'était important qu'elle y mette du sien. Merci. Ah ben il y a déjà tout de suite d'autres questions. Bonsoir, merci pour ce très très beau film qui m'a beaucoup touché. On a dit que c'est un film sur la migration. Pour moi, je l'ai plus ressenti comme un film sur la difficulté de la communication interculturelle, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment là un choc culturel très fort. Et je trouve le film finalement assez pessimiste parce qu'à part la musique rail qui sans doute est une issue, je trouve qu'on reste quand même dans une douleur de l'impossibilité de vraiment communiquer.
Euh, oui, alors moi, bonsoir. Pour moi, le film n'est pas un film sur la migration. Pour moi, le film, si je devais le résumer, c'est un film sur l'exil et sur comment on s'identifie une identité en tant qu'exilé. Il y a beaucoup de films sur la migration. J'ai pas voulu. Vraiment, pour moi, c'est un anti-film de migration. Ça ne veut pas dire que le film n'assume pas les sujets sociaux qu'il a. Mais en tout cas, pour moi, la question principale, c'est comment on existe en tant qu'individu. Ce que vous dites, la difficulté de communiquer, pour vous, vous l'associez à quelque chose de culturel. Moi, pour moi, c'est surtout une difficulté intime. C'est-à-dire, c'est pas tant. Il a du mal à discuter parce qu'il est d'origine maghrébine et qu'il est en France. Il a du mal à exister parce qu'il est dans un parcours intime qui est difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes exilé, vous n'êtes, très grossièrement, on peut dire, vous n'êtes jamais chez vous nulle part. Et quand vous êtes exilé, pour moi, l'exil advient peu à peu parce que vous avez une difficulté à être totalement là, au présent, en permanence, et être ancré. Et comment vous pouvez aimer quelqu'un, comment vous pouvez fonder une famille dans cette instabilité-là. C'est ce que les films essayent comment se construit une identité sur le long terme. Donc pour moi, c'est pas évidemment qu'il y a des difficultés culturelles, et on le voit autant en France que quand ils retournent au Maroc. Mais ça, c'est du fait de ce que des sociologues ont appelé, par exemple, la double absence, des choses comme ça, de ce sentiment un peu d'écartement, d'être écartelé entre deux pays. Et c'est pas tant d'être... Évidemment, vous pouvez puiser des forces dans une partie et dans l'autre, mais au fond de vous, il reste un manque. Et pour moi, ce manque, il n'est possible de le combler que par les relations qu'on veut créer avec les autres, quelle que soit leur origine. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre remarque, mais en tout cas, pour moi, c'était pas là-dessus, quoi. Merci. Ah, il y a une question. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je voulais juste savoir pourquoi les années 1990 et aussi comment vous avez pensé la structuration par les personnages Nour, puis Serge, puis... Enfin... Alors, je commence par la deuxième partie de la question qui va me demander du temps, parce que c'est une question qui, pourquoi le projet, en tout cas, c'est une question très, très importante. Merci, mais du coup, pourquoi les parties, pourquoi les personnages? C'est qu'au départ, le film, c'était je me suis dit comment... je trouvais que... Moi, je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France, que j'ai dit au début de production. Et ça fait 30 ans que je vis en France. Et pour moi, cette question d'exil dont j'ai essayé de répondre est une question très complexe et que j'ai du mal à expliciter même aux gens les plus proches de moi, mes gens avec qui je vis. Donc c'était pour moi assez troublant, quelque chose qui nous habite en permanence, comme le personnage, une forme de distance aux choses, et maintenant quelque chose d'aussi puissant et aussi inexplicable. Donc je me suis dit que c'était une matière de cinéma assez intéressante, quelque chose que je n'arrivais pas à dire avec des mots, et surtout que c'était quelque chose qui mettait du temps à arriver. Donc très vite, j'avais envie, c'est pour ça que je reviens à votre question, très vite j'avais envie de décrire le parcours romanesque et intime d'un exil. Et pour moi, les 10 ans du film sont la période la plus courte possible, parce que plus court que 10 ans, presque, on peut dire c'est un film sur l'immigration, etc. Alors que pour moi, c'est vraiment, il faut du temps. L'exil se construit dans le temps de votre parcours, mais même dans le temps de génération en génération. Donc il me fallait ce temps long. Et très vite, je me suis dit, comment on raconte 10 ans au cinéma? C'est une question assez simple, mais parfois difficile. Et j'ai eu l'envie de me dire, voilà, moi, si je devais partager ma vie, je la partagerais en rencontre, plus qu'en lieu. Et je me suis dit, voilà, donc j'ai eu l'idée de faire d'abord un film de groupe et ensuite d'en tirer le héros qui est Nour, et ensuite de dire, voilà, quelles sont les 2 rencontres les plus importantes pour lui. Et donc, il y a ce couple comme ça qui vient cristalliser cette idée de la rencontre, et parce qu'il y a des rencontres qui, dans la vie, nous font changer de bord, quoi. C'est vraiment il y a des rencontres importantes. Et
Et j'aime aussi l'idée qu'au final, quand on est exilé, que je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est vraiment pas là où vous êtes, mais les gens avec qui vous avez décidé de vivre. Et pour moi, c'était important du coup de rendre hommage à ces rencontres par ces cartons-là, même si, bon, comme toute règle, à la fin, c'est le retour, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était ça l'idée de départ. Et les années 90, quand j'ai commencé du coup à me dire comment on raconte l'exil, moi je suis un grand fan de rail de cette époque-là, parce que le rail a beaucoup. C'est comme vous dites, je suis un grand fan de rock, ça ne veut pas dire grand-chose. J'aime beaucoup ce rail de cette époque-là, Shabasni, Shabnasrou, qu'on dit le rail sentimental, fin 80, début 90. Et c'est un genre musical qui a beaucoup existé en France et au Maghreb pour les gens qui étaient exilés, parce que c'est un genre qui traitait la question de l'exil dans les chansons, etc. Et le rail a ce truc-là de l'exil qui est à la fois dans l'action et en même temps dans la mélancolie. Parce que pour le coup, je reviens aux migrants, sont tous portés par quand même une extrême action, volonté de faire, mais en même temps par un espèce de poids, de forme de nostalgie, de mélancolie qui vient comme ça appuyer sur le cœur. Et donc le rail, à un moment, c'était un peu le code du coffre-fort, quoi, de dire voilà, c'est la musique qui permettait au film d'exister. Et à tel point que je n'ai pas voulu en faire une musique de mise en scène, de réalisateur. Je voulais que ça soit une musique de personnage. En tout cas, quand je pensais à moi avec mes amis, on écoutait du rail, on faisait la fête, etc. Je me dis, en fait, c'est con de priver les personnages de ça. Et je retrouvais, et c'est peut-être devenu tellement important que le film est allé prendre ce qu'on appelle son ancrage dans les années 90 à Marseille, parce qu'à Marseille, à cette époque-là, la scène rail, les cabarets, etc., étaient extrêmement puissants. Donc c'est un peu ça. Après, il y a plein d'autres. Moi, je suis arrivé en France en fin 90. Et j'étais très jeune, mais j'étais vachement happé, admiratif de mes grands frères, de mes oncles, des gens qui travaillaient avec mon père, qui étaient des agriculteurs, mais qui en même temps faisaient la fête. Donc j'ai vécu très, très jeune la fin de ce monde. Par exemple, la scène de fin avec Houssine, c'est une anecdote que mon père a connue avec un ami à lui dans une ferme. Donc ça m'a toujours fasciné aussi leur parcours, et c'est aussi une manière de parler de ça. Je vais répéter ce qui a déjà été dit. Merci pour ce film très touchant. Ma question, c'était justement sur ce que vous venez d'aborder, à savoir la musique rail. Alors, moi, je suis du pays, je suis née ici, je suis d'origine belge, mais dans les années 80-90, on a eu aussi la vague rail. Évidemment, je ne comprenais pas les paroles, mais à force d'entendre et d'entendre encore les mêmes morceaux à la musique, bon, voilà, on captait certaines choses. Vu l'importance de ce que vous venez de dire, donc de la musique rail, je me demande si ça n'aurait pas été intéressant d'avoir les sous-titres pour comprendre les chansons, les textes des chansons, étant donné que, semble-t-il, ça parle essentiellement d'exil. Oui, merci. Très, très bonne question, qui est un peu piège, mais je vais répondre sincèrement. Alors, je commence par dire, il est admis dans la convention qui n'existe nulle part, mais que quand il y a une chanson et dans un film, on n'est pas obligé de la sous-titrer. On peut la sous-titrer, mais on n'est pas obligé. Quand les personnages eux-mêmes la chantent, normalement, on est censé la sous-titrer. Ça, c'est la convention. Donc, j'ai triché une fois la scène dans la voiture où, normalement, je suis censé sous-titrer parce que les personnages, c'est la convention un peu tacite avec les spectatrices et les spectateurs. Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'était volontaire. Parce que moi, je peux écouter une chanson, je suis obsessionnel, comme beaucoup de gens, je peux écouter une chanson 200 fois d'affilée, et je ne peux pas me prêter une fois ma concentration sur ce qu'il dit. Parce que pour moi, c'est plus que ça. Et les chansons de rail sont souvent dans une forme de litanie, où les motifs sont répétés, où ce qui est dit globalement, même si je n'ai pas sous-titré, à mon avis, vous l'avez compris, parce que c'est très redondant, ça vient
redire ce qui est dans le film. Et surtout, le troisième point, et qui est vraiment le plus important, parce que les deux premiers ne sont pas de vrais arguments, le troisième point, c'est que j'ai essayé, mais une scène où l'on écoute n'est pas une scène où on lit. Pour moi, on ne peut pas recevoir une scène où on doit écouter une chanson en lisant les sous-titres. Pour moi, c'est absolument antinomique. Et je vais vous donner une petite anecdote sur mon premier film, parce que voilà, la musique est très importante dans ma manière de travailler. Sur mon premier film, il y avait une chanson d'Alain Bachung qui était extrêmement importante et qui était vraiment fondamentale. Et à un moment, on m'a dit, oui, il faut que tu vérifies les sous-titres anglais, et je parle vraiment très mal. Et en vérifiant, ils avaient sous-titré la chanson d'Alain Bachung. Et la scène, alors que je ne parle pas bien anglais, la scène était... Et je comprenais ce qui était dit. Je trouvais que la scène était horrible. Normalement, je me dis, mais quelle horreur, il est en train de dire truc d'amour et tout ça. C'était horrible, vraiment, la scène. Et j'ai interdit qu'on sous-titre la chanson d'Alain Bachung en anglais. Je dis, bon, les Anglais, ils ne comprennent pas la chanson. C'est pas très grave, ils comprennent le film quand même. Et du coup, quand j'ai essayé sur ça, où les 5 sont dans la voiture et ils essayent de trucs, rajouter un sous-titre où il parle de quelqu'un qui arrive et qui a été trahi, etc. Franchement, la scène, pour moi, d'un coup, était tellement pas bien que j'ai préféré donc rompre cet accord qui, normalement, quand les acteurs et actrices chantent, et on doit sous-titrer. Voilà. Donc, c'est toute l'histoire. Il y a encore une question, oui, au-dessus. Je ne vois pas par là. Voilà, merci pour le film. Je ne vais pas poser une question, je vais plutôt aller dans le sens d'une réflexion, parce qu'il y a un sujet important qui a été soulevé par monsieur concernant l'exil. Moi, je viens d'une société qui est celle de l'oralité. L'oralité, pas en tant que parole, mais en tant qu'écriture de la vie. C'est-à-dire que dans notre société, on ne naît pas homme, on devient homme. C'est la société, par les valeurs qu'elle nous inculque, qu'elle nous donne ce côté de socialisation et d'humanisation. Et lorsqu'on se dit exilé, est-ce que c'est le fait que les valeurs qu'on nous a inculquées ne nous permettent pas de vivre dans la nouvelle société, ou ce sont les barrières de la nouvelle société qui nous empêchent de nous rendre socialisables dans cette nouvelle société? Dans le film, on a vu un passage où on donne un conseil, on dit qu'on n'a qu'une seule vie. Et il faut la saisir à pleines dents. On la saisit là où on est. Est-ce qu'on peut vivre pleinement en tant qu'exilé? Donc c'est une question. Si quelqu'un veut y répondre, là, ça... j'imagine. Non, mais parce que moi, pour le coup, au-delà même du film, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de... le parcours, en tout cas, de l'exil, en tout cas, moi, m'a mené vers une réponse qui n'est pas une réponse absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas de chemin de vérité. C'est-à-dire que, évidemment, en tant qu'exilé, vous ne serez... Moi, je considère que vous n'êtes jamais totalement... Vous ne pouvez pas... voilà, moi, j'ai grandi dans la Drôme. Je suis né au Maroc, je ne serai jamais un Dromois comme quelqu'un qui le sera. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous construire en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut accepter que chaque parcours a ses aspérités, a ses différences, et qu'il a ses difficultés, et qui sont là, dans ce qui nous intéresse, c'est la question de l'exil, la question de déplacement et de venir d'ailleurs, etc. Mais il y a plein d'autres difficultés dans la vie que parfois le film aborde aussi, de comment faire famille, de comment répondre à des attentes, etc. Donc, moi, la question, en tout cas, avec le temps, je me dis, la question n'est pas juste de se sentir absolument chez soi, c'est juste d'essayer dans l'endroit, parce que il y a dans le cadre du film, il y a la France, mais à l'intérieur de la France, il y a Marseille. À l'intérieur de Marseille, il y a la communauté amicale, il y a la communauté familiale, amoureuse. Il y a toutes sortes de cercles qui se superposent, qui font que vous êtes ou pas vous sentez chez vous. Moi, ce que je pense, on se sent chez nous quand on se sent aimé, et quand on est surtout, plus qu'être aimé, c'est être capable d'amour et capable de générosité. Donc,
Et évidemment que dans l'incapacité à être totalement chez soi, il y a les obstacles qu'on rencontre, parce que c'est une vérité. Mais il y a aussi ce sentiment un peu, voilà, cette fatalité, ce mektoub, comme on dit, voilà, d'avoir été déplacé. C'est un moment, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et je pense pas qu'il faille le réparer, ça. En fait, je pense que c'est irréparable. Allez, je vais poser une petite question quand même. On a parlé là tout à l'heure de Anna. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ayoub Greta et de comment tu l'as choisi, comment tu l'as trouvé, à quel moment il est arrivé sur le projet? Oui, alors ce que je disais, c'est que j'avais vraiment, au début du casting, j'avais très peur pour Serge et Noémie, et ça allait très vite. Et pour Ayoub, je me suis dit, bon, parce que j'avais la possibilité de choisir aussi un nom professionnel. À un moment, c'était sur la table. Et je me suis dit, bon, je vais avoir du choix. Et en faisant le casting, je me suis rendu très vite compte que les acteurs qui font semblant de ne pas parler une langue ou de mal la parler, que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment quelque chose qui ne marche pas. Bon, il y a plein de contre-exemples peut-être, mais en tout cas, moi, dans ma pratique, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, il fallait des gens soit qui étaient fraîchement arrivés en France, soit quelqu'un du Maroc. Et donc, j'ai beaucoup cherché. Et il fallait donc quelqu'un. Et j'ai trouvé chez Ayoub quelque chose, je me suis rendu compte plus tard, quand on m'a posé des questions sur lui, c'est qu'il a cette sensibilité, cette porosité, cette capacité à écouter. Et de ma petite expérience de cinéma, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile pour un acteur que de ne rien faire. C'est-à-dire, vous dites à un acteur, là c'est une scène de table, toi tu dis rien, tu fais rien. Je pense que vous pouvez vraiment, sérieusement, vous ne pouvez pas lui demander plus difficile que ça. Et lui, il avait cette capacité assez... ça venait de lui parce qu'il est humble, parce qu'il a cette sensibilité-là. Il était capable vraiment de passer des heures et des journées entières de tournage à écouter, par exemple, la scène avec Houssine. Il est dans l'empathie, et il doit l'être, parce que c'est vraiment important. Et donc, une fois que j'avais trouvé ça chez lui, je trouvais que c'était quand même la clé. En fait, je l'ai compris qu'en le trouvant, etc. Et il a aussi pour lui quelque chose de plus évident, qu'il a un sourire qui peut être très triste et très joyeux à la fois. Et le film avait besoin de cette variation-là. Et en fait, il est très très connu au Maroc, puisqu'il a joué dans une série qui s'appelle Mektoub, qui était un espèce de record historique d'audience. Moi, je ne l'avais pas vu, donc tout le monde dit, mais il faut que tu vois Ayoub. Et c'est vrai que très vite, il y a eu quand même une connexion avec le personnage assez évidente. Mais j'ai mis du temps, j'ai trouvé vraiment très, très... C'est l'acteur, le dernier de tous les acteurs que j'ai trouvé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou envie de partage, de remarques Non ? Allez, je vais en poser encore une petite. On n'en a pas encore vraiment parlé, même si tu as donné plein d'éléments déjà aussi par rapport à ça, mais c'est quoi un peu la genèse de ce projet ? Comment t'es venue l'idée de ce film ? Voilà. Alors, au tout début, moi j'ai fait des études de production à la FIMIS, et au tout début, avant même que je fasse mon premier film qui n'est pas sur ça, on devait faire un exercice où on devait un peu écrire un long métrage un peu imaginaire. Et en fait, les genèses de ça, c'est que j'ai commencé à écrire quelque chose autour du rail, mais je ne savais pas trop ce que c'est quand même. Et du coup, j'ai laissé poser. Et puis, en 2020, j'ai repris ce projet avec vraiment ce truc de me dire comment je peux... Parce que c'est pas totalement un remake, mais des parentés, parce que comme je disais, dans cet exercice de la FIMIS, il y avait Tous les autres s'appellent à l'île de Fassbinder, qui est un film qui est hyper important pour moi, qui est lui-même un remake de Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk. Donc il y avait cette envie de faire un... En fait, d'un coup, je me suis dit, mais moi, je trouve qu'on manque de récits intimes de la communauté maghrébine en France. C'est-à-dire, on a beaucoup de films sur les sans-papiers, etc., mais vous ne vous levez pas le matin, vous dites je suis un sans-papier, vous ne me dites pas le matin, vous dites je suis marocain, qu'est-ce que je vais faire et je me suis dit, ce manque de récit intime me pousse quand même à essayer de me dire mais comment je pourrais définir une identité, quelque chose autour de... Donc c'est vraiment au départ venu de ça.
et puis dans cette envie de romanesque, il y a l'éducation sentimentale quand même de Flaubert, où je me suis dit, ouais, ça serait beau de donner à cette typologie de personnage cet héroïsme-là, que ça soit, même si c'est un anti-héroïsme chez Flaubert, mais de donner ce romanesque-là. Et j'ai trouvé ça en tout cas assez beau. En tout cas, ça m'a passionné moi pendant l'écriture de me dire voilà, je vais chercher autour de cette question dans quelque chose d'assez romanesque et avec cette envie de dire oui, ce film, si je devais être littéral, j'aurais pu l'appeler Ce sentiment de l'exil. C'était vraiment l'objectif. Qu'est-ce que c'est que de décrire l'exil? Pas de décrire, mais de donner un sentiment. Parce que je pense que pour le coup que la forme cinématographique ou musicale s'apprête plus pour décrire l'exil que quelque chose de plus écrit, plus analytique. Ah, il y a une question ici. Ah, d'abord. Oui, bonsoir. Vous parliez d'écriture. Comment vous est venu ce personnage de flic tellement atypique? Alors, oui mais au départ, il y avait, et ça rejoint la question sur pourquoi les cartons sur les personnages, il y avait au départ l'envie que les rencontres, c'est ce qui nous compose et c'est ce qui fait qu'on devient ce qu'on est. Et je voulais qu'il y ait une grande rencontre. Voilà, quelque chose, une rencontre amoureuse avec Noémie, mais qu'il y ait une grande rencontre, de ces rencontres qui vous font changer le regard sur le monde. Moi, je suis sensible là-dessus. Je me dis voilà, qu'on devrait tous être capables de changer par une rencontre. Et j'avais vraiment envie que le personnage, qui soit presque un personnage un peu de... Il y a une forme de roman d'apprentissage, presque de Candide, mais qui soit en capacité quand même d'ouverture d'esprit et de tolérance, et qui soit capable de s'ouvrir pendant le film. Donc il y avait cette envie-là. Donc il devait faire cette rencontre. Et Serge est venu de deux choses. Moi, je suis personnel. Quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, je connaissais vraiment pas grand-chose. Et j'ai travaillé au Centre Pompidou, où j'ai rencontré des gens incroyables c'est eux qui m'ont dit il faut que tu fasses la FEMIS, etc., que tu fasses une école de cinéma. Et ça m'a bouleversé. Et il y a quelqu'un qui est proche de Serge, pas dans sa vie, mais dans sa manière d'être. Et ensuite, cet élément-là a épousé un autre élément qui était un élément plus lié à la recherche pendant l'écriture du film. C'est qu'au début, dans cette période dont on parle, fin 80, début 90, autour de la gare Saint-Charles, il y avait beaucoup d'hôtels-bars, cabarets, avec beaucoup de prostitution masculine maghrébine. C'est vraiment un phénomène très, 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 très important, tout autour de la gare. Et il y avait beaucoup de figures, quand on retrouve dans les textes de chercheurs, de flics qui étaient plus ou moins ambigus, plus ou moins violents comme Serge, et parfois à l'excès, parfois à l'horreur. Et voilà. Donc, de ces deux éléments-là, je me suis dit, c'est aussi le personnage de policier qui a un élément de connexion, ce qui est très douloureux d'ailleurs pour ces populations-là, c'est que le seul élément de connexion qu'ils ont avec le reste de la société, ça soit la police. Et après, il y a eu le rôle de la fiction de dire, bon, je commence par un policier. Après, c'est vraiment une décision d'écriture. C'est-à-dire, moi, ça m'a amusé de me dire, je commence par un policier qui est à l'excès de ce que pourrait être le policier. C'est-à-dire on fait beaucoup de films où les sans-papiers sont que sans-papiers. Moi, je me dis, je vais commencer par un film où le policier n'est que policier et le retourner ensuite. Moi, j'aime bien cette figure d'écriture. On prend un archétype et on le retourne. C'est Hitchcock qui disait, vaut mieux commencer par un cliché que finir par un cliché. Leçon d'écriture hyper importante pour moi. Ça vaut mieux toujours. Et donc, je me suis amusé à créer ce personnage qui fasse la connexion entre les sans-papiers. Mais surtout, il est très important parce qu'il permet au personnage de Nour de quitter presque, et au film, il permet et au personnage et au film de quitter le programme une bande de sans-papiers qui font des petites galères, des petits trafics et qui se font attraper par la police. Ça pourrait être 2 heures de film. Est-ce qu'il va les arrêter ou pas? Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et qui va permettre de le prendre, et lui et le film de ça, vers viens, je vais t'héberger chez moi et tu vas rencontrer ma femme. Et moi, je suis bisexuel. Et derrière, ta vie va changer. Donc ça a été ce mouvement-là qui sort sur le personnage de Serge, et qui est un personnage extrêmement central dans le dispositif du film.
Monsieur Amiche, merci beaucoup pour ce très beau film. Ma question, elle va sûrement émerger de ce que je vais sortir ici, mais voilà, vous avez parlé de rencontres, d'exil, et quand vous parlez, vous dites que, en fait, dans la rencontre, il y a quelque chose de beau, et on est chez soi quand on est aimé par ces personnes, on se sent aimé. Mais moi, ça me fait penser à Charles Pépin, qui a écrit sur la rencontre, et aussi Jean-François Vézina, qui est un psychologue jungien, mais pluridisciplinaire, qui justement valorise les moments inédits de rencontre qui changent les trajectoires. Ça, c'est voilà, une première chose que j'ai envie de dire. Et puis, vous parlez d'exil, mais dans ces personnages, s'il n'y avait pas la question des sans-papiers, ça peut aussi concerner des gens qui ont leurs papiers, en fait. Et vous abordez aussi, on voit un peu, en fait, on voit aussi des situations pas faciles. Hein. Vous parlez de prostitution maghrébine. Je ne sais pas s'il faut dire s'ils sont transgenres ou je connais pas bien les appellations. Mais au final, oui, au final. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu exilés avec sans papier ou sans papier? Il y a peut-être des gens qui ont plus dur que d'autres parce qu'on les voit dans les trajectoires. Il y en a qui peinent, mais à un moment donné, ça aboutit mieux pour certains que pour d'autres. Et c'est peut-être pas la vie rêvée. Et puis voilà quoi. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu exilés? Voilà, ma question, elle sort maintenant. Je te laisse répondre. Ou certains le sont-ils plus que nous? Merci. Bonjour, je voulais savoir comment vous est venue l'envie de devenir réalisateur. Est-ce que pour vous, ça a toujours été une inspiration ou bien c'est lorsque vous avez rencontré ces personnes-là au Centre Pompidou que vraiment ça s'est confirmé dans votre esprit? Et je voulais savoir aussi, au niveau de votre famille, comment ça a été accepté? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de critiques par rapport à ça? Parce que ça peut être difficile de vivre en tant que réalisateur. Donc, c'est ma question. Merci. Alors, moi, j'ai un parcours un peu différent parce que, au fond, moi, quand j'étais au lycée, mon père est mort, mais il était agriculteur, et j'avais un ami qui voulait faire du cinéma. Et je me suis dit, bon, c'est une drôle d'idée, mais c'est trop cool. Je me dis, j'avais vraiment une envie de rupture, moi, parce que j'avais une envie de rupture. Donc j'ai profité de la première occasion pour partir à Paris faire du cinéma. Mais j'avais un peu peur, donc j'ai fait de la production. Et j'ai un peu, oui, mon père pendant très longtemps, il s'en foutait trop. Il disait oui, j'avais réussi le concours de la FIMIS, donc pour lui, la statistique du concours d'entrée lui suffisait amplement pour accepter que je faisais du cinéma. Il dit oui, il est dans une école très élitiste, c'est très bien. Il ne savait même pas ce que je faisais. Et donc j'ai fait de la production pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de réaliser? En réalité, c'est sur mon premier film, qui est un film qui est très court, qui fait 1h07, que j'ai fait avec des amis. Pour le coup, ça, c'était une des chances d'être à l'école, c'est que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé sur mon premier film. Et en fait, j'ai grandi donc à Bolène, qui n'est pas dans la Drôme, mais qui est juste à côté, dans le Vaucluse, un moment dans une cité. Et vraiment, c'est une cité, même pas dure, c'est une cité morte. C'est au-delà d'une cité dure. C'est vraiment une cité où il ne se passe absolument rien. Et vraiment, j'en gardais pas beaucoup de bons souvenirs. Vraiment pas. Et ma mère, à un moment, devait quitter, parce que mon frère était allé à Nîmes et qu'il l'a ramené à côté de chez lui. Et elle devait partir, et en réalité, je n'avais plus aucune attache à cette ville. Et ce qui devait être plutôt une libération, parce que quand votre mère vit dans un taudis où le ramassage des poubelles n'est pas assuré, etc., vous pouvez juste être fier, peu content pour elle. Et ça m'a pourtant mis dans une espèce de profonde mélancolie. On revient à la mélancolie. Et en 6 mois, j'ai fait un film qui s'appelle Retour à Bolène. Et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Vraiment. Et beaucoup de gens me disent, mais non, tu étais producteur, tu voulais réalisateur. À l'école qu'on a fait, puisque je vois quelqu'un qui a fait la même école, on dit, vous êtes des sous-marins, puisque vous voulez faire des films un peu en cachette. Et en fait, vraiment, je ne voulais pas faire de film. Mais quand elle a quitté cette cité-là, j'ai fait un film vraiment en 6 mois entre l'écriture et le film terminé.
qui s'appelle Rotora Bolen, et qui est sorti, qui a un peu existé, et ça m'a fait quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Je me suis dit, bon, j'adore la production et je continue de produire, accompagner des gens dans leur vision, mais quand vous réalisez, vous vous déplacez à un autre endroit, c'est-à-dire vous assumez un discours. Et je pense que quand je vais faire Rotora Bolen et quand je fais ce truc, c'est aussi pour moi un manque de représentation. Voilà, quand je fais ce premier film, je l'ai très vite imaginé comme un anti-film de banlieue, mais pas parce que j'avais inventé la poudre, mais juste parce que j'ai fait un film en banlieue où les personnages se parlaient normalement. Et parce que moi, c'est comme ça qu'on parlait dans ma famille, c'est-à-dire un frère qui parle avec son autre frère, avec sa sœur, en disant pourquoi. En même temps, mélanger de honte et mélanger de manque. C'est-à-dire comment, à un moment, la cité était devenue un lieu de manque et un lieu de honte. Et donc, ce film-là a fait que je suis devenu réalisateur, vraiment. Après, j'ai fait un autre court-métrage produit et j'ai fait ce film qui est produit. Donc, c'est un peu le parcours. Merci. Eh bien, merci. On va devoir clôturer. Merci à vous. Merci.